Eh oui, bienvenue dans ce numéro de décryptage. Je vous l'ai dit, à titre exceptionnel, encore une fois, nous serons au chapitre sport avec Laurent, Roland, Toninques et un confrère de Nouvelle Expression. Monsieur Achadi, bonjour. Bonjour à vous, chers confrères, bonjour à tous les amis sportifs d'Eden TV. Merci et bienvenue chez vous et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Laurent, bonjour. Bonjour Loris Freddy d'abord et je dis aussi bonjour à Flavien Tchédé qui est des nôtres ce matin. Bonjour à tous nos amis qui nous suivent. Nous voici à seulement quelques heures de la première plus grande messe de foot sur le continent africain, la CAN, qui est à sa 32e édition cette année. 24 équipes du continent ont droit à cette fête, à cette grande fête de foot. Le Bénin fait bien évidemment partie de ces 24 élus à ce concert des nations en parlant du foot. Cela démarre demain, en Égypte bien évidemment. Mais à quelques heures, où en sommes-nous au Bénin? Où en sommes-nous? Parlons des derniers réglages au niveau de la fédération. Frédéric Espoir-Mambou nous soufflait il y a quelques minutes que les écureuils ont rejoint leur QG, leur base, la ville qui leur servira justement de base pendant cette compétition, toute cette compétition. Vous nous le repréciserez tout à l'heure. Mais au-delà de la compétition, il y a les coulisses. Oui, nous apprenons que la presse nationale n'a pas été tout aussi mobilisée comme cela se doit. Qu'est-ce qui l'explique? Est-ce parce que les journalistes ne se sont pas mobilisés à temps? Laurent, Roland Toninques et Flavien Achadi nous le dira. Est-ce une nonchalance ou flemme de votre part? Vous nous le direz. Mais avant tout ceci, les autres équipes aussi, que pouvons-nous savoir des autres équipes? Que retenir des matchs de préparation je vais parler des matchs amicaux entrant dans le cadre de la préparation des différentes équipes. Laurent, Roland, Toninques, voilà le menu de ce décryptage. Mais le Bénin reste ce qui nous intéresse plus que tout pour le moment. Oui, Loris et Freddy d'abord, le Bénin nous intéresse plus que tout dans cette compétition, ça vous l'avez dit, et c'est bien normal parce que nous sommes en période béninois, même si nous sommes journalistes. Alors, pour parler des écureuils, je crois qu'ils se sont bien préparés. De toute façon, ils étaient du côté du Maroc pour se préparer. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire en termes de préparation physique et après, ils ont livré leur premier match face à... Une préparation, on dira, bien réussie. Oui, une préparation, oui, justement, si c'est bien réussi ou pas, il faut que la... Enfin, sur l'heure de jeu. Oui, il faut que Parce que la préparation... Non, moi, attendez, c'est-à-dire, ils ont fait une bonne préparation, ça, je l'avoue. Après la préparation physique, ils étaient du côté de Marrakech, où ils étaient face à la Guinée-Conakry, au Sili national, qu'ils ont battu 1-0. Et après, ils étaient face à la Mauritanie. Je vous l'avais dit il y a quelques jours ici que c'était un match de revanche pour les écureuils parce qu'ils avaient été battus le 24 mars 2017, 1-0 et sur penalty. Cette fois-ci, la revanche a été de la plus belle des manières. Ils ont répondu. Mounier, qui faisait partie de cette équipe en 2017, a pu répondre en marquant 3 buts, en étant auteur d'un triplé. Donc, du coup, à première vue, on peut dire que tout est bien fait. Ils se sont bien entraînés. Mais en fait, il faut attendre la compétition proprement dite, les résultats pour savoir si, ils se sont bien entraînés. Parce qu'en fait, pour ces matchs amicaux, pour les compétitions internationales, il faut préciser qu'il y a certaines équipes qui viennent seulement. C'est vrai, ils jouent, mais ils font tout pour, en fait, tourner l'équipe, pour mettre leurs joueurs en jambes, et ne mettre pas en exergue leur propre stratégie. Vous avez bien dit certaines, ça n'est pas notre cas. Oui, non, je ne pas. Justement, le Bénin peut-être aurait mis déjà toutes les potentialités en jeu pour gagner ces matchs. Par contre, les autres seraient peut-être dans un jeu de mise en jambe. Et donc, attendons alors... Genre dans une dynamique d'essayer d'essayer pour voir si... l'équipe B. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, soyons en fait, j'ai vu la faveur, je suis d'accord, je suis béninois après tout. Mais calmos, parce que la compétition, le premier match du Bénin, c'est le 25 et c'est là qu'on saura si nos joueurs sont bien en jambes ou pas. Au-delà de l'optimisme qui m'anime, j'essaie d'avoir... Vous restez réaliste. Oui, je reste réaliste parce que j'attends le premier match qui me donnera assez de confiance. Voilà. Flavien Achadi, nous y sommes et nous voici à seulement quelques heures
Oui, de l'ouverture officielle. Oui, nous sommes vraiment à quelques heures de l'ouverture officielle de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et parlant un peu de cette préparation qu'a eu les écureuils du Bénin, il faut dire que c'est franchement la première fois que les écureuils du Bénin ont été mis dans une telle condition, parce que nous avons eu déjà à participer à 3 CAN, notamment en 2004, 2008 et puis en 2010, mais nous n'avons pas vu que les joueurs ont été mis dans les conditions idoines. Donc, on peut dire aujourd'hui que pour la 4e fois, les joueurs sont mis dans de très bonnes conditions et peuvent vraiment essayer, donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, vous savez, c'est vrai que Laurent disait tout à l'heure que les matchs amicaux que les écureuils ont essayé de jouer pratiquement pour pouvoir gagner. C'est vrai, les matchs amicaux, c'est des matchs qui servent à l'encadrement technique de voir si les schémas tactiques à adopter et autres seront très très bien appliqués par les joueurs. Donc si nous prenons les 2 résultats obtenus par les écureuils du Bénin, on peut se dire que oui, nos joueurs sont en jambes, qui sont un peu, qui ont respecté en quelque sorte les schémas tactiques du coach et que le 25 prochain, a priori, on ne devait pas avoir de doutes. Mais vous savez, le football étant ce qu'il est et les équipes aussi étant ce qu'elles sont et que les joueurs peuvent se réveiller le 25 dans peut-être pas une très bonne forme, ça peut peut-être jouer. On prie pour le contraire. Voilà, on prie pour le contraire, mais face au Ghana, il ne faut pas se leurrer. Ce sera vraiment un match qui sera très très dur parce que là... Ce sera un match très technique. Oui, très très technique et très très tactique. Et je vois même déjà que c'est l'équipe là qui aura la chance de prendre le milieu de terrain, surtout que nous allons évoluer sans notre métronome Stéphane Session qui est l'artificier maison des écureuils du Bénin. Ce sera encore une casse-tête pour Michel Dussault. C'est vrai qu'il a eu déjà la chance de livrer au moins 3 matchs avec les écureuils sans Stéphane Session, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions parce que les autres c'était des éliminatoires, mais là c'est un peu comme ce qu'on peut appeler la grande messe. Donc ce sera vraiment très très difficile pour nous. C'est cela. Laurent, Roland Toninkes, vous l'avez suivi, Session ne sera pas de la partie au premier match. Une grosse équation que doit résoudre Michel Dussault, c'est très important. Et parce que, vous le savez, nous serons en face des techniciens de l'Afrique, des Brésiliens de l'Afrique. Et vous ne doutez pas une seule seconde de leur capacité à contenir le Curon. Justement, comme je le disais aussi il y a quelques jours ici, que face au premier match, quand le coach avait aligné Session, tout le monde était surpris. Et je crois que beaucoup de journalistes sportifs sont revenus là-dessus pour dire mais pourquoi aligner Session qui ne doit pas jouer le premier match? Je crois peut-être qu'il a suivi peut-être les commentaires, différents commentaires, et pour le second match... Non, je suppose... Par rapport à Stéphane Session, il faut dire que Michel est peut-être dans une dynamique que nous ne savons pas. Vous savez, c'est le premier test. Il faut d'abord donner un peu de confiance à l'effectif, histoire de dire que oui, nous avons peut-être une victoire avant notre second test, et je crois que c'est pour cela il a préféré mettre Stéphane Session. Vous l'avez vu que lors de cette seconde rencontre, il n'a pas titularisé Stéphane Session, même si Stéphane Session est rentré après dans le jeu. Donc, il a peut-être eu le temps déjà de voir un peu ce que lui veut tester face au gars. Ce que vaut l'équipe sans Session. En fait, je ne l'accuse pas. Voilà. Ce que je dis, c'est que pour l'avoir aligné pour le premier match, c'est que a priori, on aurait souhaité qu'il ne l'aligne pas pour voir qu'est-ce que l'équipe serait sans lui avant de le mettre après pour comprendre. Mais toujours est-il qu'il a mis ce schéma tactique en jeu face à la Mauritanie. On a vu comment ça a payé. Et en l'absence de Session, ce que Mouni et ce que Sebiou Soukou a pu faire. Et donc aujourd'hui, quand on regarde ces aspects du match face à la Mauritanie, on considère que sans Session, on peut avoir confiance. Mais comme vous l'avez dit, il ne faut pas totalement avoir confiance face à une équipe qui aligne un certain vétéran du Ghana, Diana Samoa, qui aligne les frères Ayou, qui sont très hyper dangereux et qui aujourd'hui ont envie de mouiller le maillot pour leur pays et qui ont envie de remporter une CAN pour leur pays. Et donc du coup, c'est un match, ce premier match pour le Bénin, a priori, on peut espérer après le 3-1 face à la Mauritanie que bon, tout est fin prêt, mais il ne faut pas dormir sur les lauriers. Vous avez dit, Flavien Attiadi, on va y rester encore un tout petit peu sur ce premier match, sur ce match face au Ghana, pardon. Vous savez, il vient de l'évoquer, le Ghana a des individualités dont on ne peut se douter.
Le Ghana a dans son histoire a tout le temps été un club intéressant à suivre. Cette fois-ci, signer, accueillir le Ghana en premier match, est-ce un bon choix pour le Bénin? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu le choix. Écoutez, je veux dire. Non, pour un début, c'est vrai que rencontrer le Ghana pour son premier match d'entrée dans une compétition, ce n'est pas facile. Et ce Ghana qui a faim. Oui, c'est un Ghana qui a faim, mais vous savez, les Béninois peuvent se taguer sur un aspect que nous irons pour beaucoup, que le problème de capitana qu'il y a eu entre Asamoah Gyan et André Ayou est en train de diviser un peu l'équipe ghanéenne. Oui. Donc, le Bénin... Oui, mais vous n'oubliez pas non plus que le président est intervenu. Non, écoutez, pour calmer les ardeurs. Ce n'est pas parce que le président est intervenu... Pour faire de Gyan maintenant. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas parce que le président est intervenu que le vestiaire ghanéen est déjà un vestiaire qui a oublié peut-être. Non, vous savez, il y a des joueurs qui sont pros pour Asamoah Gyan. Il y a d'autres qui sont pros Ayou. Donc là, c'est un peu comme on peut dire la guerre de leadership. Et si le coach ghanéen ne sait pas faire, ce problème peut perdurer jusqu'au début de la compétition. Et là, franchement, ce sera tout bénéfice pour les écoles du Bénin parce que là, si les écoles du Bénin arrivent à faire un très bon match face à cette équipe ghanéenne, là, ce sera vraiment très très fort parce que là, si le Ghana n'est pas en odeur de sainteté avec les joueurs, si les joueurs ne s'attendent pas sur le terrain, ce sera très très difficile de voir André Ayou, de voir Asamoah Gyan se donner des passes, histoire de rentrer un peu dans la défense béninoise pour pouvoir créer de difficultés à cette équipe. C'est très important ce que vous évoquez parce que d'autres clubs en ont été victimes. On a vu en pleine compétition, en plein match, des joueurs se refuser de passer de ballon. Donc tout peut être possible et je crois que si Michel Tétessou, c'est à lui maintenant de réellement travailler sur la psychologie de ces joueurs pour pouvoir réellement se taguer sur cela. Parce que c'est vrai, le Ghana, c'est une équipe qui joue franchement au beau football. On ne peut pas ne pas le reconnaître, mais là, il y a quelque chose qui est possible. Laurent, Roland Torinquez, au-delà de ces ennuis, ces ennuis hors aire de jeu, mais qui peuvent quand même influencer l'aire de jeu, quels sont les éléments tactiques et techniques qui jouent pour le Bénin? Bon, on ne le dira pas... Qui joue, je veux dire, en faveur du Bénin. Oui, en faveur du Bénin, je l'ai dit, il y a deux aspects sur lesquels on a assez parlé sur ce plateau. Il y a l'expérience des anciens de l'équipe, ceux qui ont fait partie de la dernière CAN, qui sont là aujourd'hui avec leur expérience. Il y a les jeunes qui ont du talent, compétents et qui ont envie de donner quelque chose pour leur nation. Et parmi ces jeunes, on a David Digla, David Kiki. Qui ont envie de se révéler. Oui, voilà. On a un Sébia Soukou qu'on a vu face au Togo ici, grâce auquel le premier but est parti face au Togo. Oui. On a vu, on l'a vu tout dernièrement face à la Mauritanie aussi. Et c'est grâce à lui des buts sont partis. Et donc, on comprend aujourd'hui qu'il y a l'expérience des jeunes qui sont arrivés, qui ont envie d'apporter quelque chose à leur pays, qui ont envie de mouiller le maillot. Mais il y a aussi les anciens qui sont là, comme ces Seignon, Michael Poté, autres là, qui aujourd'hui, peut-être, je dirais, sont pratiquement au soir de leur carrière et qui ont intérêt à finir cette CAN peut-être en beauté, histoire de graver ça dans leur palmarès et dire, oui, j'ai été à la CAN, mais la dernière CAN que j'ai faite, je n'ai pas fait pied de figure, on a pu accéder au quart de finale, on a pu accéder aux demi-finales, ce qui n'a jamais été le cas au Bénin. Et donc, aujourd'hui, il y a ces aspects qu'il ne faut pas négliger. Et donc, toute équipe qui fait face au Bénin doit pouvoir gérer non seulement les jeunes qui sont arrivés, David Kiki, David Digla et Désiré Segwe Azanpo, j'en oublie, ils sont autant qui sont dans l'équipe. Tidjani, on a Chams Dean qui a Cotonou face à l'Algérie, a tout simplement cloué les Algériens. Mais lui n'est pas convoqué par Michel Dussuyer, donc ce sera déjà quelque chose. C'est autant de choses, il aurait pu être dans cette équipe. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre que face à cette équipe du Bénin, le Ghana, c'est vrai, c'est les techniciens de l'Afrique, comme vous l'avez dit, mais il va falloir aussi se préparer pour affronter deux générations qui s'entendent. Parce qu'il y a un collectif au niveau du Bénin, et c'est justement ce collectif que l'entraîneur a voulu amener à la CAN. Oui. Les éléments qui jouent en notre faveur, les autres éléments qui jouent en notre faveur. Non, vous savez, il y a déjà ce qu'on peut appeler le collectif. Parce qu'aujourd'hui, Michel Dussuyer a eu la chance de voir quelque chose qui
avait été déjà fait par le sélectionneur qui était déjà là, je parlais d'Ouma Tchomongo. Donc, il s'est accentué sur cela et a commencé encore par travailler. Donc, le premier point, c'est le collectif. Après, il y a ce qu'on peut appeler le soutien que ce public donne à cette équipe des écureuils du Bénin. Et après tout cela, il y a quelque chose que nous oublions beaucoup, c'est l'aspect, le mental et l'ambiance qu'il y a eu dans l'effectif de ces joueurs. Parce que là, vous savez, Stéphane Sesséon, c'est lui qui est le métronome de cette équipe et qui aujourd'hui est pratiquement, ne nous le rend pas au soir de sa vie parce que avoir 34 ans. De sa carrière, voilà, de sa carrière. De sa carrière, voilà, de sa carrière. De sa carrière, donc qui a envie de donner quelque chose pour le Bénin. Parce que Stéphane Sesséon, quand vous parlez de lui, c'est pratiquement celui-là qui est le dépositaire de cette équipe. Et il, avec Khaled Adeno, Michael Poté, qui était encore de cette délégation de la CAN 2010. Dernière CAN. Oui, qui fait encore... Donc, pas la dernière. Non, la dernière en date pour le Bénin. Voilà, c'est quand où nous avons joué en Angola. Je crois que c'est des gens qui vont vouloir se donner encore quelque chose. Et je crois que tout cela peut jouer en faveur. Maintenant, il faut aussi dire que les problèmes de primes que nous avons eus ont été déjà réglés par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Autant d'éléments favorables. Autant d'éléments favorables pour que les joueurs soient dans de très bonnes conditions, pour que les joueurs se disent que nous n'avons pas de problème de prime, donc allons à la guerre pour pouvoir essayer de décrocher un peu la victoire pour le Bénin. Mais maintenant, on a beau dire, évoquer les éléments favorables, quels sont les petits péchés à éviter maintenant? Quels sont les éléments qui peuvent? Quels sont nos péchés? Quelles sont nos lacunes? Quelles sont nos limites éventuelles? D'abord, avant de répondre à votre question, je voulais préciser que tout à l'heure, je parlais de Champions League, je voulais parler de Cécile d'Almeida, en fait, qui avait marqué le but face à l'Algérie. Voilà, donc c'était un lapsus de mon côté. Mais pour préciser, pour parler des erreurs qu'il faut éviter, je crois qu'aujourd'hui, il y a un collectif sur lequel il faut travailler. Et donc, les joueurs ont intérêt à ne pas... Parce que ils ont en face deux équipes. Ils ont en face trois équipes, d'accord. Il y a la Guinée-Bissau aussi, qu'il ne faut pas minimiser. Mais il y a le Cameroun et le Ghana qu'il faut craindre. Et donc, face à des équipes comme ça, il faut éviter au maximum les jeux individuels. Parce que si vous allez là-bas pour dire c'est moi qui dois marquer le but et au lieu de faire jouer un jeu collectif, ça vous pénalise. Parce que les autres viennent, c'est vrai, en dehors de leur jeu collectif, ils ont des individualités et ils sont dangereux. Et donc, ici, il faut travailler pour le collectif et que le jeu, en fait, les consignes de l'entraîneur soient respectées. Strictement. Strictement. Parce qu'en réalité, quand vous regardez cette équipe du Ghana en face et que vous allez là-bas pour vous amuser, c'est que vous payez ça cash. Vous avez dit. Mais il y a un détail qui vous a échappé, vous deux. Oui. Il y a le physique. Non, le physique. Il y a le cardio. Oui, il y a c'est vrai que, comme tout à l'heure on disait, il y a des joueurs dans notre équipe qui sont au soir de leur carrière et qui ne vont pas certainement donner comme des jeunes, comme les jeunes qui sont arrivés. Et il y a aussi que ceux que nous avons chez nous, que nous appelons expérimentés, n'ont pas le même niveau de jeu comme les professionnels au niveau des autres équipes. Je prends un certain André Ayou, les frères Ayou et autres, Assamoa. Aujourd'hui, quand on les compare par rapport aux nôtres qui sont professionnels, le palmarès n'est pas le même. N'est pas le même. Il y a la différence. Donc, net, il faut l'avouer. Mais n'empêche, en réalité, on l'a dit, la préparation qui a été faite du côté du Maroc, avec la préparation physique qu'on a vue, je crois que déjà, ils sont pratiquement dans de bonnes conditions pour pouvoir affronter. Donc, je crois que au-delà le physique, ce n'est pas nécessairement avoir un bon gabarit et être gérant. Pardon. Je sais que vous comprenez. Oui, mais je ne veux pas évoquer cette saison des écureuils où nous tenons seulement la première partie. J'ai bien dit, j'ai bien évoqué une certaine saison. Oui, les choses ont évolué. Oui, les choses ont sensiblement évolué, j'avoue. Je me rappelle, on pouvait être à 2-0 et il suffit juste à l'équipe de patienter et de venir en 2 heures. Non, vous avez suivi, même avec moi ici, le ministre du tourisme, du tourisme, de la culture et des sports. Qui répliquait à son confrère, à son aîné, à Jacques Anouma de la Fédération ivoirienne de football, que c'est l'autre Bénin. Aujourd'hui, il y en a un autre Bénin qui a fait un 0 face à l'Algérie à 10.
D'accord? Un Bénin qui allait tenir en échec le Togo sur ses propres installations. Un Bénin qui est venu battre le sorcier blanc ici à Cotonou. Oui. Et donc, c'était pas évident. C'était pas évident parce que Voilà, le sorcier blanc, avant de venir à Cotonou, disait, et je parle en l'occurrence de Claude Leroy, qui disait qu'il vient au Bénin pour se qualifier. Il l'a dit haut et fort. Et il a été venu réellement, quand vous suivez le match du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'il était vraiment venu pour gagner. N'eût été l'endurance des écureuils que nous avons aujourd'hui. Non, on l'a suivi, c'était sur le fil. N'eût été l'endurance des écureuils que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on perdait ce match. Donc pour vous dire que les écureuils qu'on avait, qui ne faisaient pas 40, qui faisaient juste 45 minutes de jeu et qui en deuxième partie étaient rattrapés, étaient laissés sur le terrain et déjà sont éliminés. Aujourd'hui, on n'a plus cette équipe des écureuils, on a d'autres écureuils, en tout cas d'autres types d'écureuils. D'abord les jeunes qui sont là, qui obligent les aînés à travailler plus pour avoir un résultat. Écoutez, aujourd'hui, quand vous voyez les écureuils avec le préparateur physique, vous savez, il y a quelque chose que nous ne soulignons pas. L'encadrement technique des écureuils aujourd'hui a été étoffé parce que le coach Michel Dussuet a voulu avoir un préparateur physique digne du nom. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce que les joueurs... Et c'est très important. Aujourd'hui, ce que les écureuils... Voilà, aujourd'hui, en tout cas, on ne peut être unanime qu'aujourd'hui, nous joueront au moins 80 minutes, voire 90 minutes de jeu. Donc, ça veut dire que quoi? Roger Popo, le préparateur physique, a eu son empreinte sur cette équipe. Donc, et ça se sent sur le terrain. Donc, du côté de Tifran, ils ont eu pratiquement une semaine de conditions physiques pour pouvoir remettre les choses dans de très bonnes conditions. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Là, c'est vrai qu'on parle de pépin physique, tout cela, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut se targuer que nous avons au moins du répondant pour, en tout cas, de ce côté-là. Mais maintenant, là où moi j'ai un peu peur, c'est souvent au niveau de l'équipe, au niveau du bastion offensif. Vous savez, on a toujours ce problème-là du côté du latéral droit. Oui. Aujourd'hui, c'est là où Michel Dussuet a vraiment un problème. Oui. Il essaie tant bien que mal de trouver celui-là qui peut répondre, mais là, franchement, on n'en a pas encore. Mais c'est vrai qu'il y a le joueur de Moulines Yizer, je crois, Seydou Paparazé, qui essaie de pallier un peu sur ce côté, mais ce n'est pas encore ça. Donc, il n'arrive pas à contrer les velléités. Donc, voilà, donc, par rapport, voilà, s'il a des joueurs ghanéens comme Wakaso, Andriayou, qui vont essayer tant bien que mal de prendre sur ce côté, ce sera un peu difficile pour notre équipe. Mais je crois que si c'est par rapport au physique, on peut essayer de répondre, mais là, il va falloir respecter réellement les consignes. Parce que même si vous avez un déficit du point de vue physique, et si vous respectez réellement les consignes du coach, ça peut peut-être passer. Si vous respectez les consignes du coach et que vous avez l'ambition, parce que vous pouvez respecter. Oui, si vous pouvez respecter les consignes du coach. Mais là, ils n'ont plus le choix. Ils sont en mission pour la République. Oui, ils sont pas allés en tourisme. Ils sont en mission. Il y arrive des moments où vous respectez les consignes du coach, mais il faut aller au-delà de vos limites. Ah oui, c'est de ça que je parle. Ils sont obligés. Ils sont obligés d'aller au-delà de leurs limites. Pas faire autre chose que oui, mais fournir assez d'efforts. Je crois que ça pourra apporter un résultat. Ils sont en mission. Ça, il n'y a rien à dire. Parlons encore un tout dernier mot sur ce match, parce que ça risque d'être le principal. L'entrée. C'est-à-dire le combat en milieu de terrain. Pensez-vous que nous pouvons le gagner? Ou y a-t-il des tactiques à la Mourinho pour contourner ce Ghana? Écoutez, la capacité à garder le cul rond. Aujourd'hui, le Bénin va évoluer sans Stéphane Sessignon, mais nous avons vu que lors du match contre le Togo, pour le premier match, mais lors du match contre le Togo, nous avons vu que le milieu de terrain du Bénin a réellement contenu les assauts togolais. Michel Dussuet a eu cette chance-là de mettre au milieu de terrain Mohamed Seibou et Jordan Adeoti. C'est vrai que Jordan Adeoti, il n'a pas tellement aidé Mohamed Seibou, mais Mohamed Seibou a été historique. Donc si Mohamed Seibou se retrouve encore dans ces conditions et si Jordan Adeoti a tous ses potentiels, je crois qu'en milieu de terrain, on ne va pas vraiment souffrir en tant que tel. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi Cécile D'Almeida que nous voyons aussi en milieu de terrain qui est aussi très très bagarreur. Donc là, tout risque de se décider là. Non, c'est là, vous savez, face au Ghana, il faudra jouer aussi sur la possession. Mais je crois que là, si nous arrivons quand même à avoir un tout petit peu le milieu de terrain, les Ghanéens, avec tout ce qu'on sait de cette équipe qui aime posséder la balle d'abord, ce sera un peu difficile. Si nous gagnons, franchement,
cette bataille de milieu de terrain. Et vous savez que celui qui a la balle a le dernier Oui, mot. le dernier mot, et on a voilà. aussi Rodi Kossi. Oui, bon, c'est vrai Oui, que... Rodi Kossi, c'est vrai, il a participé un peu avec Oumar Chomogo aux éliminatoires, mais là, c'est du latéral droit, mais là, ce n'est pas un milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain, c'est Mama Sebou, Jordan Adeoti, et puis Cécile Dameda. Voilà. Et sans cette saison pour le premier match. Mais après, c'est que cette saison va rejoindre l'équipe face au Cameroun et à la Guinée-Bissau. Et même, on va revoir quelque peu. Là. Maintenant, le problème, c'est comme vous le dites si bien, le premier match face au Ghana, c'est je dirais, entre griffes, c'est la vitrine. C'est-à-dire que si... c'est l'introduction. Oui, si jamais... Le devoir se décide là. Si jamais on ratait l'entrée, là, c'est que d'abord, ça va décourager tous ceux qui sont supporters, qui accompagnent même du haut de la... non, ils n'ont pas le choix. Non. Ils n'ont pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas allés supporter pour le premier match. Non, ils sont allés supporter l'équipe sur tout le parcours. Moi, je suis dans une posture... C'est vrai que ça embête. Oui, personne ne veut accueillir une défaite au premier match. Au-delà de mon optimisme, je suis réaliste. Je dis, pour le premier match, à défaut de tout, les écureuils ont l'obligation de faire un match nul. Oui. C'est-à-dire, à défaut de tout, il faut un match nul. Sans quoi, c'est que ça va contribuer à décourager tout un peuple qui a commencé par croire. Et vous avez suivi, ce matin, je suivais Carnot, on veut dire ici, pour dire, mais franchement, que désormais, ils commencent par croire aux écureuils. Ce n'est pas au hasard. Mais je pense qu'il serait prudent de ne pas partir déjà au départ avec ce mental de match nul. Parce que là, ça peut nous amener à... Aujourd'hui, je crois que Michel Dussuyer doit réellement travailler sur la sécurité des joueurs et leur montrer qu'ils peuvent battre cette équipe du Ghana. Parce que là, le problème, le tout va se jouer vraiment sur le mental. Si jamais on revient à barricader notre arrière-base, la base défensive et Jean, pour garder notre, je dirais, notre goal inviolable. Nous avons dans le but un gardien sur qui on peut compter, Fabien Fana. Oui, mais il faudra miser davantage sur la partie offensive. Oui, la partie offensive, d'accord. C'est-à-dire, quitte à prouver aux Ghanéens. L'équipe, ce n'est pas seulement la partie offensive. Il faut aussi la défense ici, de l'autre côté. Oui, si vous avez parce pas jouer qu'à la Mori, je veux dire. Oui, parce qu'il faut considérer. Il ne faudrait pas partir dans l'optique de faire le nul. Ces grandes équipes, ce sont des équipes qui jouent sur les contres. Si vous avez beau travailler à avoir une bonne offensive, mais le problème c'est que si jamais ils jouent un contre et que vous n'avez pas une bonne défense derrière, c'est que ça paye cash. Oui. Et donc du coup, tous les éléments sont importants. Non, je ne demandais pas qu'on néglige un compartiment. Je ne voudrais pas qu'on néglige un compartiment, mais qu'on ne se mette pas en tête que voilà, il faut verrouiller l'arrière, la défense. Non, je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir devant Steve Mounier et puis Sebio Soukou, qui sont des joueurs, même sans la balle, l'équipe adverse a au moins déjà peur. Oui. C'est déjà à mettre à l'actif de ces joueurs-là. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le schéma tactique dans lequel le coach Michel Dussuyer évolue, ça va permettre plus aux joueurs. Du côté gauche, il y a David, et puis du côté droit, c'est Edou Parazé, d'essayer de rentrer un peu au niveau du milieu de terrain pour pouvoir essayer de lancer Sebio Soukou, qui sera à coup sûr l'excentré droit. Donc, si Sebio arrive à centrer plus sur Steve Mounier, on peut quand même créer un peu la surprise. Donc, pour moi, je crois qu'il faut simplement qu'on prie que les joueurs soient dans de très bonnes conditions, qu'ils se réveillent très bien. Surtout ça, parce que le mental sera décisif dans ce match. Parce que les écureuils joueront face à plus de 11 joueurs. Oui. Il y aura des individualités. Et je ne vous apprends rien. Il y aura le talent, il y aura aussi la vitesse. Il y aura donc, la vitesse. La tête comptera pour l'essentiel. Il y a un aspect qu'on néglige parce que au-delà de tout, c'est qu'un match de football, ça se joue sur le terrain et en dehors du terrain. Il y a les supporters. Oui, qui doivent accompagner les joueurs sur le terrain. Et aujourd'hui... J'ai appris qu'on en a mobilisé. De toute façon, au départ, on avait entendu... Pas tellement. On avait parlé de... Même malgré la bonne volonté du gouvernement de subventionner. Oui, on a entendu parler de 700 qui devaient partir au départ. Et au finish, on dit le nombre a été réduit. Et au finish, le gouvernement décide... Et on est à quel nombre maintenant? Non, je ne saurais dire un nombre. On a entendu un nombre dans les coulisses que nous n'avons pas... Il y a une bonne volonté du gouvernement. Il y a une bonne volonté du gouvernement de subventionner. Je crois que Flavien aussi n'osera pas prononcer ce nombre ici. Mais de toute façon... Ah, donc vous avez le nombre? On a un nombre qui doit... On a des informations... Des estimations, je veux dire. Des estimations. C'est pas l'essentiel est qu'il y ait plus de monde. Donc on mobilise davantage de supporters. Le problème fondamental qui se pose actuellement,
À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de supporters du côté de l'Égypte. Et donc, ils vont partir, selon les informations, ils vont partir d'ici là, au plus tard le 23. Mais toujours est-il que quel nombre ira du côté de Ismaïlia pour supporter les écureuils? Parce que si vous regardez... Je vous crois avoir lu quand même ce communiqué du ministère. Oui, j'ai lu, mais... Qui propose une cagnotte pour accompagner... Non. Ça, il y a une information... Non, je ne parle pas du club des supporters. Le ministère est revenu sur ce communiqué hier, au détour du point de presse du Conseil des ministres, pour dire clairement que ce communiqué s'adresse aux particuliers. C'est ce que je dis. Oui, qui ont envie de partir. Oui, justement. Je ne dis pas que c'est une condition pour le club des supporters, non. C'est seulement ceux qui ont les moyens qui peuvent se targuer de payer un billet d'avion et de réserver un hôtel, une chambre d'hôtel en Égypte. Et vous savez que nous en avons au pays. Nous en avons qui par le passé, au détour d'un week-end, vont en boîte à Paris et ailleurs. Donc c'est maintenant le lieu de se faire patriote. Ce que je dis, j'insiste là-dessus, c'est l'important pour moi, c'est de déplacer au-delà de tout un maximum, en tout cas un grand nombre de supporters pour accompagner les écureuils. Parce que, vous l'avez dit si bien, le Cameroun est équipe championne en titre. D'accord? Cela suppose que le Cameroun, pour pouvoir conserver ce titre, peut faire déplacer beaucoup de supporters. Premier aspect. Deuxième aspect, le Ghana est une nation de football. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une culture. C'est une culture. C'est comme une religion, comme au Brésil. Et donc, ils vont déplacer beaucoup de personnes. La Guinée-Bissau, on connaît leur force, tout cela, ils vont déplacer beaucoup de personnes. Et du coup... Ils sont capables de déplacer même la nation. Voilà, et du coup, vous imaginez les écureuils sur le terrain avec un si peu nombre de supporters, avec... Peut-être les autres mettront aussi les moyens du côté d'Égypte pour supporter, pour que d'autres personnes supportent leurs équipes. Et qu'en serait-il? Les joueurs auront bien envie de se donner sur le terrain, mais s'ils n'ont pas la motivation externe... L'essentiel, c'est qu'il y ait un bon nombre de supporters. Il ne s'agit pas non plus de déplacer les 11 millions. Non, pas 11 millions, justement. L'essentiel, c'est qu'il y ait une tribune représentative. J'ai été très clair là-dessus. Coloré en jaune ce jour, à chaque match, pour qu'on constate quand même que... Je crois que Fabien peut vous répondre. Non, mais vous jouez à quoi, Laurent et Flavien? Écoutez, c'est vrai que jusqu'à présent, les supporters n'ont pas encore effectué le déplacement. Mais on peut dire que les informations que nous avons eues du côté du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, c'est qu'il y aura un déplacement de supporters, histoire d'accompagner au moins les écureuils du Bénin à cette CAN. C'est vrai que par rapport à l'aspect du nombre, vous savez que la vie est chère du côté de l'Égypte et que le gouvernement ne peut pas aussi prendre sur lui l'achat de dire on va faire déplacer 10 millions de Béninois. Donc, on pourrait... Les 700 annoncés au départ, bon... Oui. En fait, les 700 prévus par la CAF pour le Bénin. Non, écoutez, on peut parler, mais ne serait-ce qu'au moins la moitié, je crois que ça ferait bien l'affaire. Oui, ça ferait bien l'affaire. C'est l'idéal. Tout cela a son coût. Voilà, c'est aussi ça. Ça a un coût. Vous savez. Moi, je dis une chose. Je ne suis pas du genre à faire dire les choses à moitié. C'est-à-dire, aujourd'hui, déplacer les écureuils, les supporters, peut-être la moitié des supporters des 700 prévus par la CAF. Ce n'est pas la CAF qui a prévu 700. C'est le gouvernement béninois qui avait décidé que nous allons envoyer 700 personnes. Mais là, compte tenu de ce que nous tous nous savons, les gens disent ok, il n'y a pas de souci, essayons alors de réduire le nombre. C'est vrai que c'est un nombre qui ne va pas être suffisant pour essayer d'accompagner les joueurs de côté, mais je crois que du côté d'Ismaïlia, il y aura apparemment tu as la confirmation sur les nombres, c'est pourquoi tu dis que... Non, Laurent, c'est comme moi qui n'a pas un nombre précis de supporters à avoir. Tous les clubs veulent avoir quand même une bonne partie des tribunes je suis pleinement d'accord avec vous. Colorées à leur image. Ce que je dis, ce n'est pas que je demande qu'on déplace 10 millions de Béninois. Mais c'est-à-dire qu'on fasse le nécessaire parce qu'au-delà de tout, le nécessaire est en train d'être fait. Il s'agit de défendre les couleurs de notre pays là-bas. Et donc, si
on n'a pas assez de supporters pour pousser les écureuils à la victoire, c'est notre drapeau qui sera, je dis, en griffe en benne. Et donc, on ferait mieux Parce de que faire les choses. l'expérience a prouvé que le foot ne se joue pas qu'à 11. Oui, voilà. Oui. Et donc, il y a cet aspect qu'il faut C'est prendre très en compte. important. Voilà. On a vu même à quelques minutes de coup de sifflet final des joueurs susciter le public, demander à ce que l'engouement. oui, Voilà. et pour Parce que aller- c'est pour dire qu'ils pour- en ont besoin. Voilà. Et ceux dont je parle, ce sont de grands noms. De grands noms qui l'ont fait Oui. sur de grandes compétitions internationales. Donc c'est dit que c'est très important, cette présence du public aux côtés du 11 national. Voilà, ce premier match nous a pris presque tout le temps. Flavien Atiadé, Laurent Roland, Tony Nkes, on va maintenant nous intéresser aussi, pas forcément aux autres matchs du Bénin, mais aux autres équipes. Disons au moins un mot. Oui, le coup d'envoi. Ne soyons pas... C'est ça demain. Ce sera demain et les Pharaons d'Égypte sont face aux Warriors, c'est-à-dire l'équipe du Zimbabwe. Vous savez, c'est une équipe qui a joué pratiquement les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec 31, oui, avec 11 points. Avec 11 points. Et ils sont logés dans le groupe G. Ils ont été premiers de leur pool. C'est vrai que, voilà, il y a quelque chose qui se fait avec celui-là. Avec celui-là qui est le meilleur buteur actuel de cette équipe de Zimbabwe. Je vais parler de Kama Biliat qui a marqué 3 buts et qui, en tout cas, avec tout ce que nous savons de cette équipe, c'est que le joueur le plus sélectionné, c'est Peter Ndlou qui est avec 100 sélections. Le meilleur buteur aussi, c'est toujours lui, Tanwibi, qui va faire partie de cette équipe, mais jouer face à une équipe de l'Égypte avec Mohamed Salah et autres, jouer encore en terre tunisienne, en terre égyptienne, ce sera vraiment très très dur pour cette équipe parce que franchement, jouer une équipe qui organise une CAN, ce n'est pas du tout évident. Et on connaît cette équipe d'Égypte. Voilà. Même quand elle n'était pas organisatrice, elle était capable d'aller vous l'arracher chez vous. Voilà, oui, donc c'est un peu difficile. On se rappelle encore son emblématique gardien de but, le vétéran El Hadari. El Hadari, oui. El Hadari. Voilà, donc comme il le dit si bien c'est Flavien, c'est que ce match de demain, entre le match d'ouverture, c'est un match qu'il faut suivre à tout prix parce qu'on a vu le parcours du Zimbabwe. On n'attendait pas cette équipe à ce niveau et qui finit premier de son groupe et qui vient affronter en match d'ouverture l'équipe, le pays organisateur. C'est vrai, quand vous regardez bien les matchs de l'Égypte, c'est pas facile de les battre chez eux. C'est une équipe qui fait très mal, même au-delà à des moments donnés, même si il lui arrive parfois de tomber face à des équipes qu'on sous-estime. C'est une équipe qui a un fond de jeu. Voilà, qui a un fond de jeu. Et n'oubliez pas que dans cette équipe, il y a un certain Mohamed Salah qui est vainqueur de la Ligue des Champions de cette année, qui a encore la fougue en lui et qui a envie de tout donner pour avoir aussi un trophée à son palmarès, la CAN qui attend ça. Et donc, qui reste du poison pour les défenses adverses. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Du coup, il faut faire très attention avec les Zimbabwéens ont intérêt à faire attention, même s'ils ont été premiers, ils doivent comprendre qu'ils sont d'abord en terre étrangère. Non, on ne doit pas le leur appeler. Justement, ils doivent savoir qu'ils sont en face voilà. d'un club de 11 princes maintenant. 11 princes qui sont chez eux. Et si l'Égypte a accepté et organisé la CAN cette année pour pouvoir sauver la face de la CAF. Vous avez bien dit. Oui, pour pouvoir sauver la face de la CAF après le ping-pong intermittent du Cameroun. Et donc aujourd'hui, les Égyptiens ont accepté d'organiser et ils estiment remporter la coupe chez eux. Et donc, c'est une équipe à craindre. Toutes les équipes qui vont affronter l'Égypte devront faire très attention. Ils ne vont pas mettre leurs moyens dedans et faire tout ce qu'ils ont fait là et espérer peut-être se faire battre. Donc, ça va être chaud. Demain, on attend de voir comment ça va. En tout cas, la physionomie de cette CAN 2019, on l'aura demain, déjà à partir du match Zimbabwe. Et l'autre invité de ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années reste, jusque-là, ceux-là même qui l'ont créé n'ont pas pu s'accorder sur l'article adéquat. Reste le ou la VAR qui aura aussi son mot à dire. Non, on dit non, les deux sont valables. Les deux sont valables. Le système VAR ou bien la vidéo assistance. C'est ce que je dis. Non, même sur la propre chaîne, le débat se poursuit. Non, c'est clair, vous savez. Non, quand il parle du système, c'est le VAR. Voilà, le système VAR, et puis on peut la VAR, donc tout est possible. Voilà. Non, l'assistance vidéo va
être utilisé du côté de l'Égypte, mais ce sera à partir des quarts de finale si les informations que nous avons du côté de la CAF. Vous savez que ce dispositif à lui seul voilà, peut changer tout un match. Le coup d'un match. Je crois que et nous l'avons vu d'ailleurs oui, plusieurs fois déjà. Voilà, donc ce sera un peu difficile. Mais bon, vous savez, avec ce qui s'est passé, je crois que la CAF a maintenant plus son regard sur cette VAR-là, cette fameuse VAR-là. Parce que là, il faut essayer de voir comment est-ce que cette vidéo assistante référée ne va plus essayer de jouer sur le score ou bien sur les détails de cette rencontre. Mais bon, pour l'instant, je crois que les équipes doivent essayer de jouer sans cette VAR. Et après, si la VAR essaie de changer, vous savez comment le cœur bat maintenant après chaque accrochage quand c'est une phase de réparation. Quand vous voyez l'arbitre central commence à appuyer dans son écouteur et il marque une pause, on se dit, va-t-il dessiner l'écran? Surtout quand il fait comme ça. Non, on attend, on se dit, va-t-il dessiner l'écran ou va-t-il demander coup pour Mais il faut préciser que cette affaire de VAR, aujourd'hui, non seulement quelque part ça corrige les injustices, mais en même temps ça enlève une partie de la beauté du football. Ouais. Oui. C'est-à-dire ça corrige les injustices, il faut être d'accord, il faut être unanime là-dessus. Mais parfois ça enlève la beauté, une partie de la beauté du football, qui fait que parfois, contre toute attente, on peut siffler n'importe quoi et n'importe comment. Et du coup, ça fait... Je continue de regretter jusqu'à ce jour l'absence de cette dame VAR à ce match Uruguay-Ghana. Oui. Avec cette main de Suarez qui a crucifié le Ghana, tout simplement. Écoutez, mais je pense qu'il faille quand même toiletter. Ça, c'est un autre débat. Il faille toiletter sensiblement les tests. Normalement, pour ce match, par exemple, on devait pouvoir, au détour d'un certain article, décider de ce que c'est un but. Oui, justement, de toute façon, normalement. On devait décider. Mais là c'est l'autre parenthèse. Mais si tu sais que ça rentre, c'est qu'on considère que c'est un but et ça passe et on passe à autre chose. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Parce que il devrait avoir même si il arrive que le défenseur touche la balle. Même si c'est anti-sportif, on devrait pouvoir. Et ça rentre dans les filets et on revient encore pour dire c'est penalty. Il vaut mieux surtout quand c'est consciemment fait à la manière Suarez. Maintenant, il ne faut pas occulter l'une des dernières règles de la FIFA par rapport à la main pour dire que ce soit la main, que ce soit intentionnel ou non. Intentionnel ou non, c'est qu'on l'a vu. Non, je pense. Sur cette règle-là, il y aura assez de polémiques. Parce assez de polémiques. Inconsciemment, on l'a vu avec, je crois, Tottenham face à Liverpool. Oui, avec cette règle-là, inconsciemment, le joueur peut vous jeter la balle, en tout cas sur votre main. L'arbitre est obligé d'accorder le penalty, donc c'est un peu difficile pour eux. Maintenant aussi sur... bras croisés au dos désormais dans la surface de réparation. Voilà. Si vous avez suivi le match, la finale entre Tottenham et Liverpool, Sissoko ne s'attendait pas à ça. Voilà, Sadio Mané tout simplement a joué sa main sur ça, mais c'est vrai que la main était décollée du corps. Mais personne ne pouvait imaginer qu'à ce moment, et c'était la première minute de jeu. Donc, du coup, cette affaire... ça va susciter des polémiques. Cette décision, ça va susciter assez de polémiques. Et cela participe des réflexes à éveiller, à rappeler aux joueurs, pas seulement aux joueurs béninois, mais aux jeunes joueurs qui n'ont pas encore l'habitude des grandes compétitions. Non, ils sont assez suffisamment informés. À des moments donnés, vous pouvez avoir en face des joueurs aussi rusés que Suarez qui peuvent exceptionnellement soulever la balle. Et vous l'orientez vers votre main. Oui, et c'est justement ce que ça a dit Mané à faire face à Sissoko. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs qui sont à la CAN ne sont plus en réalité considérés comme des joueurs de quartier. Voilà. Ils sont suffisamment instruits, matures pour comprendre qu'aujourd'hui, cette règle existe. Et donc, si un joueur... Vous avez donné le cas Mané maintenant. Oui, justement. Il le savait. Et justement, ça veut dire que ces aspects-là, ces éléments, situations se produisent parfois pour montrer à d'autres personnes qu'il faut faire attention. Oui. Et donc, les joueurs qui sont à la CAN devront comprendre qu'ils ont intérêt à faire très attention avec leurs mains. Parce que si vous faites l'erreur que votre main se balade n'importe comment, c'est qu'un joueur malin... Non, encore qu'ici, votre main peut même pas se balader. Oui, on peut simplement jouer la balle contre votre main. Oui, voilà. Et l'arbitre peut dire, bon, je fais assistance, je fais référence au VAR et puis... Ou même pas VAR ou à cet article, à cette décision. Depuis le 1er juin, je crois, la FIFA a fait sortir cette règle et je crois que c'est
vraiment une règle qui est Mais en train c'était de... sorti depuis, mais ça c'est- devait Non, être ça devait être mis en vigueur à partir de juillet. à partir du C'est une bonne règle, mais qui a une forte dominante injuste. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de voir. C'est vrai qu'avec le temps, eux-mêmes, ils vont essayer de voir si est-ce que ce que ils étaient en train peut-être d'envisager, est-ce qu'ils ont pu atteindre avec cette règle-là. Sinon, franchement, ce serait un peu difficile. Mais bon, il faut aussi signaler qu'il y a aussi une règle aussi sur les tirs au but. Mais maintenant, il faut forcément que les gardiens aient un pied sur la ligne. Et Donc, la France en a bénéficié. voilà, face au Nigeria. Nigeria. Donc, il faut essayer aussi de jouer aussi à cette médiation-là. Donc, ce qu'il faut simplement dire, qu'il faut aussi que dans l'encadrement technique des différentes équipes, qu'il faut avoir des arbitres pour pouvoir essayer d'apprendre aux joueurs les lois de jeu. Parce que là, quand les joueurs ont connaissance de ces lois de jeu-là, les petites fautes au niveau de la surface de réparation, les petites fautes sur l'aide de jeu vont être peut-être corrigées. Maintenant aussi, pour envisager aussi, pour cette 32e édition de la CAN, il faut aussi dire que les 24 équipes là, qui sont en train à cette CAN doivent prendre 600 000 $, soit 300, soit 350 millions de francs CFA. Chaque équipe. Donc, vous voyez que le Bénin doit forcément jouer pour pouvoir essayer de voir au moins cela. Vous voulez parler de l'équipe vainqueur? Non, toutes les équipes, toutes les 24 équipes, oui. Les 24 engagés. Voilà, mais maintenant l'équipe vainqueur, l'équipe championne, aura 4,5 millions, soit 2,6 milliards. Donc le prize money a été augmenté par la Confédération africaine de football parce que en 2017, le Cameroun avait pris 3,5 millions de $. Wow. Il y a du lourd au bout. Hein. Oui, non, en fait, en dehors Laurent, il y a du lourd au bout. En dehors de la prime de 600 000 $ que chaque équipe reçoit, c'est que les équipes qui seront au niveau des huitièmes de finale, huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, ils recevront d'autres primes encore. Okay. Et c'est en dehors parce que l'équipe championne qui liée à ces étapes voilà. de la compétition. L'équipe championne qui prend plus de 2 milliards de francs CFA déjà, c'est que prend déjà d'abord les 600 000 $ au départ. Toutes les équipes qui sont en Égypte prennent d'abord 600 000 $. Et après, maintenant, compte tenu de vos résultats dans le parcours, c'est que vous aurez des primes, soit vous êtes qualifié pour les huitièmes, ou les quarts de finale, ou les demi-finales, et pour la finale. Dis donc. Ah oui, il y a de quoi se battre. Hein. Il y a de quoi se battre. Il y a de quoi mouiller davantage le maillot. Vous savez, c'est plus possible pour nous, mais quand on apprend souvent ces fortunes, ces chiffres que vous évoquez, on se dit, est-ce qu'on ne s'est pas trompé aussi de carrière? Non, écoutez, on ne peut pas se dire qu'on s'est trompé de carrière. Chacun arrive à faire ce pourquoi il est destiné. C'est Polycap qui me posait la question souvent. Vous savez, quand on évoque ce que Gaï Neymar pas joué, on va comparer à ce que Gaï Messi. Non, c'est vrai que... Alors, moi, on va mettre un terme à cette échelle. Oui, Laurent. Non, c'était pour juste aborder dans le même sens que Flavien pour dire qu'on ne s'est pas trompé certainement de carrière. C'est que chacun fait ce pourquoi il est destiné. Moi, je ne sais pas. Je sais tellement jouer au football que j'ai fini déjà ma carrière. Donc, pour vous dire que oui, ils sont nés pour ça, ils le font si bien. Et donc, quand ils le font très bien, ils iront de l'avant, ils vont gagner plus d'argent. Et peut-être que si vous avez envie de vous reconvertir, non, c'est plus possible. C'est plus possible, vous le savez. Même pour l'équipe vétérane de Malakara. Mais là, il faut aussi signaler, Laurent, qu'est-ce que ce matin, les écureuils du Bénin ont déjà reçu le maillot. Le maillot, oui. Mot. Avec la polémique où il y avait avec le maillot Bénin révélé. Voilà. Moi, je sais pourquoi, quand les gens faisaient le débat, je me suis abstenu d'en parler parce que je dis peut-être que ce gouvernement fait toujours les choses avec une certaine stratégie pour vous amener à polémiquer et après ils vous sortent le bon jeu. Donc, avec le maillot Bénin révélé, je crois que beaucoup ont assez bavardé sur ça, assez critiqué, mais le gouvernement a attendu le dernier moment. Parce que je dis, mais écoutez, ils ont un équipementier et donc ils ont signé un contrat, ils ont fait le maillot. À quoi bon jouer les matchs amicaux déjà avec ça? C'est libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Et évidemment, ce matin, depuis hier, on a eu la confirmation que les maillots ont été livrés et sont acheminés vers l'Égypte. Ce matin, on apprend qu'ils ont déjà les maillots, les écureuils qui étaient déjà en Égypte depuis hier. Et donc, je crois que la polémique devrait cesser. C'est heureux qu'ils aient officiellement un équipementier qui a livré les maillots et on leur souhaite alors bonne chance. Et vous savez qu'ils ne sont pas que 22 à courir derrière le Curon.
au cours d'un match, Ouais. il y a l'autre en noir. Ou selon les couleurs, qui est innové maintenant. Oui. Non, Oui, c'est les habits. Les habits. Malheureusement, on n'a pas de baignoire. Et c'est plus ou moins le constat fait depuis, je dirais, Bonaventure Kodia. Qui a sifflé pour la CAN et puis la Coupe du A-t-il Monde. fermé la porte de cette révélation, de la promotion? Qu'est-ce qui se passe? Non, Les Béninois ne s'y intéressent plus? Non, N'excellent-ils plus dans le domaine? Non, écoutez, il faut dire que pendant 9 mois que nous avons évolué sans championnat et que cette crise aussi a rejailli un peu sur les habits Oui, parce qu'il faut être en train d'officier des matchs pour pouvoir bénéficier des formations et aussi bénéficier des points au niveau d'abord de leur commission qui est ici et après au niveau de la CAF. Donc les 9 ans n'ont pas tellement aidé les arbitres béninois, donc nous avons repris il n'y a pas un an. Donc, c'est petit à petit qu'il faut que ces arbitres-là puissent encore évoluer en grade, évoluer en formation, histoire encore de remonter un peu comme Bonaventure Kofi Kodia qui a lui seul dont j'étais suffisamment fier. Oui, même en l'absence du 11 national, on se sentait. Je me rappelle, il y a quelques jours. On voyait le Bénin jouer quand même. Il y a quelques jours, j'étais du côté du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports et je lui disais, mais ça me plaît bien de faire un document, un élément sur vous pour parler de votre palmarès. Il a accepté. C'est quelqu'un qui a ouvert. J'ai pris contact avec lui, j'ai dit, mais je dois le faire. Il dit, pas de problème. Parce qu'il faut. Il avait du charisme sur le terrain. Et c'est ce qui, moi, c'est ce que moi j'ai soulevé la dernière fois au cours de la soirée de FBF Award pour dire, il fallait, au-delà de tout, primer un arbitre qui a bien sifflé sur la parce qu'on a vu attends, parce qu'on a vu sujet qu'ils ont tous mal Flavien, tu sais bien que dans ce championnat, il y a des arbitres qui ont mal officié et à qui on peut reprocher beaucoup de choses. Et il faut peut-être mettre en place un système. Peut-être que la fédération n'en a pas trouvé de bon. Alors, je suppose. On va pas contraindre la fédération. Est-ce que le Benin Football Award était déjà une initiative qui était en vue à la fin du championnat? Non, c'est peut-être en cours de jeu. Donc, comme ils n'ont peut-être pas eu l'ingénieuse idée de mettre en place peut-être une commission pour pouvoir statuer sur cela, Flavien Attiadé, puisque la soirée visait à sanctionner les meilleurs acteurs et que les arbitres font aussi partie, on suppose qu'ils n'ont pas été à la taille pour pour faire partie de... De toute façon, on espère bien que pour la prochaine saison, ils seront à la taille. J'espère qu'ils seront pris en compte désormais. Merci Laurent, Roland Toninkès, merci Flavien Attiadé, un mot de fin. Non, juste dire merci à vous de nous avoir invités et souhaiter bonne chance aux écureuils qui vont entrer en compétition le 25 juin prochain face au Ghana. Laurent. Oui, comme Flavien, je dis simplement bonne chance aux écureuils. Ils sont du côté de l'Égypte déjà, ils sont dans de bonnes conditions. Les primes, ça ne manque pas, contrairement aux années antérieures où ça murmure dans les couloirs, dans les coulisses, les vestiaires. Aujourd'hui, ça va, tout va bien. Je crois que tous ceux qui ont les moyens d'aller du côté de l'Égypte, le gouvernement a mis la cagnotte disponible pour les accompagner, les subventionner avec 1 million de francs CFA. On attend vivement que les écureuils aillent du côté de l'Égypte et on attend vivement aussi que le gouvernement fasse appel à ces journalistes qui pourront être là-bas aussi, relayer l'information. Ils sont déjà. Oui, je dis les supporters, des écureuils. Il parlait peut-être des journalistes. Des journalistes aussi, des supporters qui doivent partir et puis les oui, parce qu'on a prévu en parler. Oui, les journalistes, ce matin, il y a une équipe de l'UATB qui est partie, mais on apprend que c'est sous fonds propres de la nationalité, de l'office. Et donc, on attend certainement que le gouvernement envoie aussi une équipe de journalistes pour faire le travail, parce que le travail doit être fait et le compte rendu doit être fidèle ici. Une chose est sûre, même si on n'en envoie pas, les autres vont le faire à notre place. Et ils le feront comme ils le veulent. Justement. C'est là le problème. De toute façon, on souhaite bonne chance aux écureuils. C'est notre équipe, c'est notre 11 national. On est journaliste, mais on se doit de supporter aussi notre nation. Bonne chance à eux. On espère qu'on reviendra ici pour dire les écureuils étaient en quart de finale ou en demi-finale. Pourquoi pas en finale? Je ne doute pas une seule seconde de la qualité des journalistes français. Mais quand la France joue, vous sentez littéralement qu'ils cessent d'être journalistes. Oui, ça c'est... Oui, le chauvinisme oblige. Vous oubliez les règles élémentaires. Ils deviennent supporters. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la radio qui, à longueur de journée, vous chante tout le temps. Mais c'est ça, je vous dis. La France a gagné. Quand c'est la France qui joue, ils mettent de côté toutes les règles de la déontologie. Ils supportent l'équipe. Quand la France, les femmes, les dames ont battu la Corée.
du Oui. Sud, et puis 4-0, ils en parlaient tellement que le lendemain, automatiquement, quand la Turquie a battu les hommes, 2-0. ça a calmé un peu la dette. Donc, il faut comprendre que c'est vrai, les journalistes sont là aussi pour accompagner l'équipe, pour susciter l'engouement du peuple. Parce que quand les journalistes en parlent au niveau des différentes stations de radio, des chaînes de télévision, ceux qui suivent cette radio ou cette télévision ont envie de croire encore plus et d'être positifs par rapport à leur équipe. Oui, mais bon, Merci. Il faut aussi signaler que le journaliste n'est pas seulement celui-là qui critique, parce que souvent les critiques que les journalistes font partie de la bonne marche du travail. Donc, il n'y a pas de problème à se faire. Il faut qu'en sortant, les gens comprennent qu'on ne critique pas. On ne critique pas pour critiquer. On parle pour les Merci médias. Laurent, Roland, Tolin Inkes, merci Flavien Adjadé. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Nouvelle Expression. C'est un plaisir de vous avoir reçu.